Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, dans la série Gouttes de sagesse, être heureux, ça s'apprend? Rencontre philosophique donnée par Michel Binette, philosophe. Bonne écoute. Donc, merci d'être venu en si grand nombre. Alors, braver la tempête. Donc, Daniela, bienvenue. Ça sera intime ce soir. On fera pas hésiter à poser des questions et à échanger. J'ai présenté le thème. Mais avant, c'est la première fois que tu viens ici. C'est Nouvelle Acropole, c'est une école de philosophie à la manière classique. Ce que ça veut dire à la manière classique, c'est pas d'étudier les classiques, mais plutôt à la manière classique, c'est de faire en sorte qu'une école de philosophie puisse être utile et qu'on puisse apprendre à devenir philosophe au jour le jour. Et être philosophe ici, c'est pas simplement parler des grandes idées, des grands principes, et être capable d'écrire ce que Nietzsche a dit, et puis faire une thèse. Ça, c'est l'université, ça, c'est une chose. Ouais. Ici, c'est une mise en pratique, une application de ces grandes idées-là. Si c'est pas applicable, deux possibilités. Soit je la comprends pas bien, soit j'arrive pas à la mettre en pratique, ou soit c'est carrément déconnecter la réalité. Parce que la philosophie est devenue très intellectuelle aujourd'hui. Et la lisant, c'est des concepts des fois compliqués à comprendre. Ça a l'air réservé à une certaine élite, mais en fait, c'est compliqué pour rien, souvent. C'est pas applicable, c'est simplement intellectuel. Même si ça peut se tenir en termes de raisonnement, c'est intellectuel, il n'y a aucune réalité concrète, aucune application concrète. Nous, c'est pas ça. Donc, Nouvelle Acropole existe dans plus de 60 pays maintenant, et depuis 60 ans. Donc, c'est un peu recréer les grandes écoles de philosophie, comme il a existé en Grèce, avec l'Académie de Platon, le musée de Pythagore, puis le lycée d'Aristote ou l'école de style de Confucius en Orient. Donc, dans toutes les grandes civilisations, il a existé des écoles de philosophie où on allait apprendre les mystères de la vie, d'une certaine façon, et on allait apprendre à les vivre au quotidien. Je sais pas si ça se demande, mais Oui. Qui est-ce qui finance ça ou qui contribue à votre école on est tous volontaires. On vient ici, on a fait notre journée de travail, on arrive ici, puis on est volontaire. Personne n'est payé pour être là. Donc, tout ce qui finance l'école, c'est les ateliers, les cours, les conférences. Chaque école est autonome, dans le fond, de se financer elle-même. Donc, c'est juste ça. Donc, quand on t'en a peut-être parlé un peu, mais il y a plusieurs cycles d'ateliers. On peut suivre un premier cycle, qui est souvent celui par lequel on commence. Et si on veut continuer, on peut devenir membre. Et là, on a une cotisation comme membre de l'école. Et puis c'est avec ça qu'on réussit à payer le local, la lumière, l'électricité et tout ça. Donc voilà, c'est une école indépendante dans ce sens-là. Oui, c'est apolitique. Ce n'est pas financé par le gouvernement, ce n'est pas selon un parti politique, ce n'est pas religieux, ce n'est pas de telle confession. C'est vraiment une école de philosophie à la manière classique. Donc, voilà pour la présentation. Et pour ces ateliers-là, les gouttes de sagesse, comme on fait ce soir, c'est de petits événements qu'on essaie de faire une fois par mois sur des thèmes qui peuvent nous intéresser et intéresser les gens en général. C'est un espace qu'on veut créer, en tant que goutte, comme une goutte de sagesse, un espace pour inviter les gens de la ville à venir de réfléchir et essayer au moins d'avoir peut-être une petite lumière pour mettre en action dans sa vie, dans notre ville, en fait, d'arriver à créer un espace, une maison de philosophie où on peut se questionner et réfléchir et agir selon les grands principes. Espace qu'on a très peu aujourd'hui dans le monde moderne où dès qu'on se pose des questions sur la vie, sur le sens de la vie, sur soi-même, on est souvent vu comme un extraterrestre. On trouve très peu de gens avec qui discuter. Et quand ça arrive, c'est souvent un ou deux amis peut-être que ça se fait. C'est le fun au cours d'une discussion, mais il n'y a pas de mise en action ensuite nécessairement.
Donc ici, c'est un milieu, comme il existait des écoles de musique, ben, il existe des écoles de musique, pour mettre en pratique, apprendre la musique, ben, c'est la même chose. Donc, c'est beau savoir la théorie musicale, mais on ne la met pas en pratique. Il n'y a pas de maîtrise possible, il n'y a pas d'apprentissage possible. Donc, le thème de ce soir, c'est une grande question. Est-ce que y a-t-il du être heureux, ça s'apprend? Point d'interrogation. C'était le titre de l'activité. Et ben, je vous poserai la question, selon vous, qu'est-ce que le bonheur? Être heureux, ça s'apprend. Je pense que oui. J'ai déjà vendu avant. Entièrement pour sens. Ça vaudrait un petit peu. Je pense que oui. C'est toujours une question de débat parce que on peut dire, mais si t'es né dans, je sais pas, dans la pauvreté ou dans un endroit de guerre où il y a beaucoup de guerres, mais disons, on a l'exemple de Gandhi, on a l'exemple de Mandela, qui malgré toutes les circonstances, ils ont réussi à prendre la décision d'être heureux avec ce qu'ils font, d'amener le bien. Ouais, voilà. OK. Peut-être. Oui. Moi, je me posais souvent la question, est-ce qu'on doit être heureux, est-ce que c'est déjà, est-ce qu'on doit chercher le bonheur, est-ce qu'on est censé être heureux ou pas, moi, des fois je me dis que pour mon cas personnel, je cherche du bonheur, mais je ne sais pas forcément ce que c'est. Et je me dis que c'est pas forcément, on n'a pas forcément à être heureux tout le temps. Et bon, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, concernant, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être vraiment heureux. Ouais. Mais ça, après, c'est mon point de vue personnel. Et en fait, voilà, moi, c'est très pragmatique dans mon entourage. J'ai pas de personnes qui vraiment me donnent envie d'être heureux ou me font rêver par rapport à l'humain ou l'humanité. Et en fait, dès que j'écoute mon environnement, ça me donne juste envie de rester chez moi. En fait. Et du coup, je m'estime pas forcément heureux. Après, c'est pas dramatique, mais et après, je trouve que tout est un peu vain aussi. Je veux dire, on est là pour une période un peu courte, et que de toute façon, qu'on soit heureux ou pas, On va mourir de toute façon. après, bon, voilà, comment après rendre son entourage heureux, bon, ça c'est déjà peut-être plus intéressant. Mais Intéressant. voilà, on est censé être heureux ou pas. Intéressant. Donc c'est ça, est-ce que être heureux doit être une fin en soi? Est-ce que c'est le but de la vie d'être heureux? Plutôt comme ce qu'on va voir selon certains philosophes, c'est plutôt un résultat de quelque chose d'autre. C'est pas d'arriver à vouloir être heureux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions de qu'est-ce que être heureux, qu'est-ce que le bonheur. C'est très... les images qu'on nous envoie, c'est souvent extérieur à soi-même. Les possessions matérielles, la carrière, être toujours de bonne humeur, aller faire du sport, aller faire de la musique. Tout ça n'est pas mauvais en soi, mais c'est ça, on arrive toujours à quelque chose d'extérieur pour être heureux, d'aller chercher le bonheur à l'extérieur de soi. On se rend compte que tout devient très relatif. Donc une personne, ça va être manger des biscuits, ça c'est le rend heureux. L'autre, ça va être voyager, l'autre, ça va être ci, l'autre, ça va être ça. Donc ça devient très relatif. Et tout ça, pourquoi, en fait, au bout de la ligne? Qu'est-ce que ça nous apporte à plus long terme? Parce qu'une fois qu'on l'a eu, une fois qu'on a mangé la boîte de biscuits, je suis plein, j'ai mal au ventre, puis après ça, demain, je recommence. C'est toujours sans fin. Donc, c'est toujours comme un vide à remplir. Même pour quelqu'un qui voyage, une fois qu'il a fait son voyage, il est content, mais il faut qu'il retourne. Donc, c'est toujours une espèce de puits sans fond. Donc, ça devient aujourd'hui très aléatoire, très relatif. Et ce qu'on apprend, la première chose qu'on apprend en faisant, par exemple, les cours de philosophie ou en lisant les anciens philosophes, ce qu'on constate plutôt, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain se connaît très peu. On sait très peu qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain. Parce que le monde, depuis les 200 ou 300 dernières années, peut-être 400 ans, l'être humain est devenu un animal social. T'sais. Il est là par le fruit du hasard, par l'évolution qui l'a amené
à vouloir survivre, et puis par un jeu de série de hasard, ben, il arrive à être là, et finalement, lisant des théories modernes, ben, finalement, on n'a pas vraiment de libre arbitre. C'est notre cerveau qui décide pour nous, nos gènes, dépendamment des auteurs qu'on va lire. Et puis tout ça, eh ben, c'est très déprimant. En fait. C'est très déprimant parce qu'on se rend compte ben, pourquoi on est là. Pourquoi on vit si de toute façon c'est juste pour se reproduire ou que mes gènes se reproduisent. Et puis c'est quoi la finalité de tout ça? T'sais? Donc on est dans une époque très sombre à ce niveau-là, où on est très ignorant plutôt sur ce qu'est l'être humain. C'est très triste parce qu'on se retrouve dans des situations comme aujourd'hui où, comme tu disais, il y a très peu de raisons d'être heureux dans le monde aujourd'hui. Et comment être heureux quand les gens meurent de faim? Hier, je ne sais pas si vous suivez les actualités, au Venezuela, qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est les gens depuis 3-4 ans qui, par milliers, c'est la tyrannie, la dictature, et c'est un pays parmi plein d'autres, et ça va pas bien. Comment être heureux, être content de soi-même, et faire ses petites routines quand il y a tant de problèmes dans le monde. Et même ici, même si on vit quand même dans un bon confort, on n'est pas à plaindre à plusieurs niveaux en tant que Canadien, Nord-Américain. On a tout ce qu'il faut pour manger, pour vivre, mais n'empêche que ça ne va pas si bien que ça, au niveau des rapports humains, comment que ça fonctionne, est-ce qu'on arrive à bien s'entendre entre nous, ou c'est toujours des rapports de force, un qui parle plus fort que l'autre, ou un qui arrive à s'imposer, ou si ça ne marche pas, je te poursuis, par rapport au travail, tout ça. C'est toujours des contrats, donc c'est pas une entente de confiance et d'êtres humains qui s'entendent, mais c'est plutôt, on va s'entendre bien sur le contrat, qu'il soit clair, comme ça, on est sûr de ne pas se faire avoir. Donc c'est toujours calculé, c'est toujours pour avoir quelque chose au bout de la ligne, en fait. C'est-à-dire, on s'entend en tant qu'être humain, mais si j'ai rien à gagner de toi, je te parle même pas, en fait, à la limite. Si j'ai rien à tirer, j'ai pas de bénéfice, mais c'est fini là. Ou si t'es mon ami, on s'entend bien, mais sinon, c'est quoi tout ça? Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à la source. Qu'est-ce que l'être humain? Pourquoi on est là en tant qu'être humain, avec cette autoconscience qui nous permet d'avoir conscience de soi, d'avoir conscience de la vie? Et pourquoi c'est comme ça? T'sais? Si on est simplement un bagage génétique qui se reproduit, mais pourquoi avoir créé cette autoconscience-là dans le flux du hasard? T'sais? La nature n'avait pas eu besoin de ça pour que la vie se reproduise par elle-même. Il y a des moyens beaucoup plus efficaces. Donc, c'est pour ça qu'on revient à qu'est-ce que l'être humain. Toutes les philosophies, à peu près toutes les philosophies d'Orient et d'Occident, mais nous ont emmené un modèle de l'être humain qui est plus nuancé qu'un sac biologique. Souvent, je peux le représenter très, très simplement. L'être humain est composé de 3 principes. Il y avait le monde, ce qu'ils appelaient, par exemple, les Grecs l'appelaient la soma, ou le monde physique, qui inclut le corps physique, etc. Tout ce qui est concret, on est d'accord, on est ici, on agit dans le monde, il y a des objets, on a un corps physique, on a une énergie, et même les émotions font partie du soma, le somatique, même la psychosomatique, on entend des fois. Donc c'est le corps physique, mais c'est aussi les émotions. Donc tout ça compose le corps le véhicule qu'on a présentement. Mais il y avait le monde qu'on connaît à peine aujourd'hui aussi, mais ce qu'ils appelaient la psyché. Ça, en grec, ça veut dire c'est l'âme. Donc l'âme, ça comprend une partie de la raison raisonnante, et puis une partie des émotions. Qui est ici aussi. Il est comme un croisement entre les deux. Donc la psyché, c'est une espèce d'intermédiaire avec ce qui est autre, qui est ce qu'ils appellent le nous, qui est le monde
de l'être, en fait. Ou de l'esprit. L'esprit dans le sens de, justement de l'être, de l'individu, l'identité profonde de l'être humain. Donc, on avait ces trois mondes-là en nous. Donc, notre travail en tant qu'être humain, c'était d'arriver à faire en sorte que qui l'on est réellement, le qui, puisse s'incarner concrètement. C'est-à-dire être réellement, au jour le jour, qui je suis réellement en tant qu'être. Alors qu'aujourd'hui, on limite l'être humain à corps physique et un cerveau, / une raison émotionnelle. On interagit entre nous. Donc, on définit l'être humain seulement par ces deux mondes-là. On ne reconnaît pas le monde de l'esprit parce que c'est pas calculable, c'est pas pesable, c'est pas mesurable, donc ça n'existe pas. Et donc, on doit vivre, on doit s'identifier au véhicule. C'est comme si ça, c'est notre voiture, et nous, on est le conducteur, et l'être qui on est, c'est lui qui conduit le conducteur. Donc, un des problèmes aujourd'hui, quand on cherche le bonheur, c'est souvent on cherche qu'est-ce qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qui est dans le monde concret? Les choses matérielles, l'avoir, la carrière, même qui je suis, même le corps physique. Je m'identifie à moi, ma santé, ma forme physique. Mais tout ça n'est pas durable. Je peux être en meilleure des formes, ça me rend heureux d'être en forme, d'être en bonne santé. D'un coup, j'ai un accident, puis je perds l'usage de mes 4 membres, puis juste bouger la tête. Il y a où le bonheur dans tout ça? Comment être heureux dans tout ça? Et pourtant, il y en a qui ont été heureux malgré ça. Pourquoi? Parce qu'on ne s'identifiait pas au corps physique, mais à l'être qui est à l'intérieur. Et tout ça fait... Donc, en cherchant toujours le bonheur dans ce qui est à l'extérieur de nous, on est toujours en train de chercher, c'est jamais comblé, parce que ce qui nous rend heureux réellement, c'est d'être qui l'on est réellement. Qui je suis et comment et le chemin pour y parcourir, c'est ce qui nous rend heureux. C'est clair pour ça? Oui. Oui. Non, c'est juste qu'on entend, c'est ça qui est, être heureux, c'est pas la finalité en soi, mais c'est le chemin. Oui, voilà. C'est ça, on entend ça souvent des grands philosophes. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que si vous êtes sur les médias sociaux, on voit souvent des phrases de sagesse passer. Oui, je suis d'accord, je clique j'aime, mais c'est pas toujours appliqué. Je m'identifie à ces idées-là. Les idées, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui touche l'être? Parce que les idées sont intemporelles. Mais je le sais. C'est pas vrai que je le suis réellement, concrètement, au jour le jour. Si je m'identifie à... pour moi, c'est important la fraternité, la générosité. Tout ça, c'est les grands principes qui ne dépendent pas de personne. C'est des grandes vertus qui ne dépendent pas de l'extérieur. Qui, peu importe le contexte dans lequel je suis, je peux toujours me relier à des vertus et les appliquer. Donc, tout le monde, on va s'identifier à ces grandes vertus-là. Mais les appliquer concrètement, ça demande déjà savoir s'observer. Parce que c'est pas toujours vrai que c'est facile d'être fraternel avec les amis autour d'un verre, on est heureux. Mais c'est un étranger, ou on ne le connaît pas, ou je ne suis pas dans une mauvaise humeur, c'est pas la même chose. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui change? Pourquoi ce qui me tenait à cœur n'est plus valide, n'est plus appliqué? Parce que la partie, ce qu'on appelle la personnalité, et toute la partie matérielle en nous, tout ça, c'est variable. Donc, l'humeur est variable, les émotions sont variables. Et donc, si je m'identifie à ça, ça va toujours être instable. Et donc, je vais chercher une stabilité et je vais me voir aller. Je vais dire, pourquoi je ne suis pas constant? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne suis pas de bonne humeur? Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi que ça ne va pas bien? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Parce que c'est sa nature, à la partie en nous plus matérielle, d'être comme ça. Elle est soumise au rythme, au cycle. L'humeur change à chaque jour. On ne peut pas toujours être
en gros, en top shape et de bonne humeur, toujours souriant. Non, il y a des rythmes dans la vie. Donc, tout notre travail en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est d'arriver à connaître qu'est-ce qui régit, quelles sont les lois qui régissent le véhicule, c'est-à-dire la personnalité. Quelles sont les lois qui la régissent pour que je puisse m'y harmoniser, moi, en tant qu'être. Donc, de ne pas m'identifier au véhicule. Sinon, si le véhicule n'est pas de bonne humeur, il ne marche pas, ben, si je m'identifie à ça, ben, toute ma vie s'écroule. Hier, ça allait bien, et là, bon, aujourd'hui, ça va pas bien. Alors que si je vois que l'humeur descend, je ne m'identifie pas à ça, bon, ça va passer, demain, ça va aller mieux, mais parce que j'arrive à me souvenir que ben, hier, ça allait bien, bon, ça fait partie de la vie, puis je passe par-dessus et je continue. Ça a l'air simple à dire. Quand on est dedans, quand on est de mauvaise humeur, on est choqué, en colère, peu importe, c'est plus difficile. Pour ça qu'il y a, que le chemin pour arriver à changer les choses est très ardu et long. C'est-à-dire d'abord s'observer. Est-ce que réellement c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que vraiment la personnalité est régie selon des lois? Est-ce que vraiment mon corps physique a des lois, des cycles? Donc d'abord apprendre ça, observer ça, comment ça fonctionne. Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc de voir que de commencer à s'observer, je vais voir des choses que j'aime peut-être pas, peut-être des défauts, peut-être que je suis paresseux finalement. Je veux changer le monde, mais bon, finalement, quand il arrive le samedi matin, je veux rester dans mon lit, je suis bien. Donc, OK, mais il faut à un moment donné sortir et aller dans l'action. Et donc d'observer, finalement, parce que si je vois pas, j'arrive pas à m'observer de façon objective, je vais dire, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ci, c'est la faute du contexte, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de ma soeur, que je suis comme ça. Si j'arrive à ne pas m'identifier à ça, ben, je vais voir que j'ai une responsabilité, et donc tout dépend de moi, finalement. Et donc si tout dépend de moi, c'est bien, mais en même temps, c'est dur, parce que si je ne peux plus mettre la faute sur rien et personne dans la vie, parce que c'est juste moi qui peux changer les choses. Et donc, si je arrive à changer une chose, j'observe, ben, je suis paresseux, mais qu'est-ce que je vais faire pour changer les choses? C'est là qu'on doit aller chercher des vertus dans la personne, dans l'être, comme par exemple le courage. Si je suis paresseux, ben, je vais devoir chercher une qualité pour traverser ma paresse, par exemple. Si je vais rester couché, donc, OK, ben je vais me lever, je vais y aller. Finalement, j'arrive tranquillement à vaincre mon habitude de rester couché pendant des heures et snoozer le cadran. Et ben, après ça, je vais m'observer. Je vais voir, ben crime, mais j'étais comme ça avant, maintenant je suis comme ça. Il y a un progrès. Donc ça libère. Ça devient un chemin de liberté, qui est à la fois un chemin de connaissance de soi et un chemin de bonheur, parce que je me libère tranquillement de ce qui m'emprisonne. Ça va pour ça? C'est clair. Donc, le chemin de la philosophie, toute la finalité, c'est d'arriver à faire ce travail-là, intérieur, de commencer par s'observer, comment ma conscience fonctionne dans tout ça. Parce qu'on a une conscience, et la conscience, elle se promène. Si on la met comme un point, ben, le point peut être là, le point peut être là, peut être là. Et je peux être dans mes émotions. Si par exemple, je marche, je me cogne une orteil sur le coin de la table, ben, la conscience chute dans le corps. La conscience est là, j'étais beau, j'étais en train de parler des plus belles choses de la vie, les plus belles vertus, les plus belles qualités, de l'amour, j'étais inspiré. Ah, la conscience chute là. Plus rien contre, la conscience est chutée dans le pied. J'ai faim, mais la conscience monte un petit peu. J'ai soif, mais je suis de bonne humeur, ben là je suis en train de réfléchir, tranquillement ça monte. Et là ensuite, ben, tout ça ici, c'est l'inconnu. De temps en temps, sans trop s'en rendre compte, ben, on est inspiré, on a des grandes idées. On ne sait pas trop comment on est arrivé là, et d'un coup la conscience rechute.
Donc, comment faire pour que la conscience reste plus longtemps? Pour s'inspirer des grandes vertus, des grandes idées qu'on a en soi. Et faire en sorte que de prendre ces idées-là et de les activer concrètement dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on l'a activé, retourner, voir comment je l'ai activé. Je trouvais, moi je veux être généreux dans la vie. Je la mets en action, et je retourne comparer, est-ce que finalement ce que j'ai fait, est-ce que c'était généreux? Bon, finalement, c'était pas tout à fait ça. Bon, je peux corriger. Là c'est mieux. C'est pour ça que c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Ça donne de l'espoir aussi parce que, comme tu disais tout à l'heure, que des fois c'est difficile de voir autour de nous quelque chose qui nous donne l'espoir, mais le fait de se rendre compte que parce que l'être dont tu parles, c'est intemporel, c'est quelque chose, c'est un centre qui ne bouge pas. Donc si on met notre joie dans l'être, ça ne va pas bouger, mais si on est joyeux à cause ou grâce à choses externes qui changent toujours, on ne va jamais y arriver. Exactement. Tout ce qui est une des propriétés de ce qui est physique, et c'est comme disait Bouddha, la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde physique. Donc, regardez, là, il faisait moins 40 cette semaine, là, il fait 0. Donc, si je mets mon bonheur dans la température, ça va changer. Et c'est ça, tout ce qui est concret change toujours. Ici, il y a 20 000 ans, il y avait des kilomètres de glace partout ce qu'on est là. Et dans 40 000 ans, qui sait que ça sera peut-être une mer, on ne sait pas. Donc, tout ça va changer. Corps physique, je courais le marathon il y a 10 ans, aujourd'hui, je suis plus capable. Donc, si mon bonheur était là, ça vient de changer. Donc, il faut le plus jeune possible, le plus tôt possible, il n'est jamais trop tard. Mais pour aller chercher, commencer à philosopher et aller chercher qui je suis réellement, et orienter sa vie ensuite vers ça. Ensuite, c'est pas de négliger le monde physique, évidemment, parce qu'on a besoin d'un corps physique en santé, on a besoin des idées claires, on a besoin d'être en forme pour que, justement, ces grandes idées puissent s'incarner. Et si je me néglige physiquement, à un moment donné, je vais te limiter. En tout cas, je peux être heureux pareil, mais c'est mieux de se donner toutes les chances aussi. Connaître le véhicule, c'est connaître comment il fonctionne et essayer de l'optimiser et en tirer le meilleur possible et le plus longtemps possible, en fait. Pour que, comme disaient les stoïciens, que l'âme, à la fin de la vie, soit un peu meilleure que quand je suis arrivé avec. Parce qu'on est avec des acquis déjà, on a déjà des qualités, des vertus. On n'est pas rendu encore. Donc, à la fin de la vie, que j'arrive à dire, je suis arrivé de même, j'étais ambitieux, j'étais orgueilleux, j'étais vaniteux, mais j'ai réussi à corriger ça. Maintenant, je suis bien, je suis plus humble, je suis plus tranquille avec moi-même. Donc, j'ai changé quelque chose. Donc, déjà, je peux partir en paix. T'sais. Donc, c'était ça, les philosophies stoïciennes, par exemple. Et d'autres philosophies, c'est un peu la même chose. Sinon, c'est comme si on vient au monde dans une voiture. Chacun, on a une voiture différente. On a tout un véhicule différent, une apparence physique différente, un corps différent. Donc, c'est comme si je venais au monde dans une voiture et puis je m'identifiais à la voiture. Et puis, toute ma vie, je vais rester dans ma voiture. Et puis, de temps en temps, je vais faire le tour du pâté de maison. Et puis, finalement, c'est ça la vie. J'arrive à la fin, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux naître au monde dans une voiture, mais j'essaie d'en tirer le maximum, de la connaître, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle est manuelle, automatique, comment je peux l'en tirer le maximum. Et la philosophie nous dit, non seulement ça, mais il y a une carte, on peut aller, il y a une direction dans la vie. Il faut aller à quelque part, on ne peut pas juste tourner en rond et rester là. Mais non, il y a une direction, et voici comment y aller. Pas comment y aller, plutôt, voici une direction, comment y aller, je vais le trouver moi-même. Je vais devoir le trouver moi-même, parce que chacun, on est différent, chacun, on aura une route différente, mais on a tous, quelque part, la même destination, le même objectif, qui est aller vers l'être. C'est ce que Platon nous parle avec la caverne de Platon. Je ne sais pas si vous connaissez à lire, parce que Platon, il a écrit ça il y a 2500 ans, il parlait de l'être humain qui naît, c'est comme s'il naissait dans une caverne, il était attaché
dans le fond de la caverne, et tout ce qu'il voit, c'est des ombres. Comme si j'étais ici et il y a le feu qui est là. Tout ce que je vois, c'est des ombres et des gens qui passent des objets, et je vois les ombres des objets sur le mur. Et pour moi, c'est la réalité. Le philosophe, lui nous dit, c'est lui qui se libère de ses chaînes et qui sort à l'extérieur et qui voit, ah, voici la réalité, voici ce qui est vrai. Et donc, revient ensuite pour aider les autres qui sont dans l'ignorance. En fait. Donc, c'est ça, si on s'identifie à tout ce qui est de la personnalité, à tout ce qui est même les idées, c'est la raison, parce que les idées changent dans le monde, dans la vie. Si on s'identifie à ça, ben, c'est comme être dans l'ignorance. Et le travail, c'est de démonter tout ça pour arriver à ce qui est la vérité. Et ça, c'est l'être ou l'esprit, ou qu'est-ce qui est connecté, notre place dans l'univers. Qu'est-ce qu'on a à faire dans cette vie. Donc, Platon nous disait, le travail en tant qu'être humain, c'est de réussir ce qu'il appelait une conversion du regard. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un œil qui regarde, c'est la conscience, regarde vers le bas. Donc, ça, c'est des acquis. Qu'est-ce qu'on a quand on vient au monde? On a tout ça. C'est de réussir la conversion du regard, c'est-à-dire d'arriver à regarder vers le haut. Et voir que c'est là la racine de l'être. Et c'était le sens de l'éducation, comme l'expliquait Platon. L'éducation qui était la racine qui est éducere ou éducaere, qui veut dire faire jaillir de. Faire jaillir de l'être humain, en fait. Qu'est-ce qui est là? Donc, c'était éduquer, c'est éveiller l'être humain. Donc, c'est tout qu'un défi, déjà, de réussir cette conversion du regard-là, parce que tout ce qui est vers le bas, mais c'est qu'est-ce qu'on est habitué, c'est nos habitudes, c'est nos préjugés, c'est ce avec quoi on fonctionne à chaque jour. Et donc, je vais m'identifier à ça. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un arrive avec des nouvelles idées, bien, il va avoir sa caractéristique, ou une de ses caractéristiques de cette personnalité, bien, c'est résister. La résistance au changement. Et c'est pas mauvais en soi, c'est pas une de ses. C'est pas pour nous nuire, c'est que c'est comme ça, c'est sa nature d'être comme ça. De la même façon que la table qui est là, elle va résister au mouvement. Ça va nous demander une force pour la bouger. En physique, c'est une des lois de la physique. Mais la personnalité fonctionne comme ça. Donc, au niveau émotionnel, au niveau mental, il va y avoir résistance au changement. Et la résistance, comment elle va s'exprimer? Au niveau physique, bien, c'est la résistance, une résilience face au mouvement, l'inertie. Au niveau des émotions, mais, ou de la raison, comment que ça va se manifester? Si j'essaie de bouger quelque chose, ça va être par la peur, le doute, toutes ces émotions, des fois négatives, qui nous touchent, parce qu'il y a quelque chose qui est touché en nous. Et c'est une réaction de la personnalité qui résiste au changement, quelque chose de nouveau. Quelqu'un arrive avec de nouvelles idées, ça va être correct de douter, normal, et sain même, de dire, ben, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Il y a un doute qui est bon et un doute qui est mauvais. Le doute qui est bon, c'est celui qui, ben, je doute, mais je vais aller vérifier, je vais lire, je vais m'informer, je vais voir, qui me fait faire un pas en avant. Le doute qui est pas bon, ben, c'est le doute de je doute de ce que tu dis, mais je fais rien. Prouve-moi que tu as raison. Toi, ça ne t'implique pas, c'est l'autre. Il y a un autre cas de figure qui serait l'autre extrême, c'est de croire à tout ce que le monde nous dit. Ça devient une crédulité. Dans les deux cas, ben, ça évite de réfléchir, ça évite d'avoir à penser. Mais notre travail à nous, c'est d'apprendre à penser, d'utiliser la raison pour arriver à prendre qu'est-ce qui touche l'être. Ça va être l'outil pour comment je vais le faire. Ça sera plus, ben, je doute de ça, et ben, si je fais un changement dans ma vie, il va m'arriver telle chose. Par exemple, je suis bien dans mon travail, mais si j'aime pas ça, mais je devrais suivre
qu'est-ce qui m'inspire comme vocation. Mais je vais perdre mes avantages sociaux, je vais perdre mon salaire, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Donc ça, c'est la résistance de la personnalité, qui n'est pas non plus à ignorer, mais qui est plus à dire, bon, je vais faire un changement important, qui est vers quelque chose qui m'inspire, mais comment je vais le réaliser? Donc je vais devoir travailler avec la raison comme outil pour dire, bon, je vais faire une planification, je vais faire tel changement, telle place, je vais faire telle chose, telle chose. Donc là, ça devient l'usage de la raison qui est plus saine, qui n'est pas de résister face au changement, mais qui est plutôt l'outil pour nous aider à réaliser. Et ça, c'est un apprentissage d'arriver à conduire la raison, parce qu'elle a un peu sa volonté qui est propre. Elle est égoïste, en gros. Elle pense juste à elle, parce que, comme je dis, tout ce qu'elle veut, c'est rester comme un agent de conservation. Elle veut rester, les choses sont bien, ça va bien comme c'est là, restons comme c'est là. Elle ne veut pas se questionner. Si tu essaies de réfléchir, il va y avoir une résistance. On peut le vivre quand on essaie de se concentrer sur un travail qu'on a à faire. Et là, on essaie de se concentrer. Là, non, ben, je devrais faire le ménage, je devrais faire la vaisselle, je devrais faire ci. Donc, tout ce qui vient nous distraire de ce qu'on veut faire. Parce que la raison résiste. La raison essaie de nous faire dévier de ce qu'on veut faire, la direction qu'on veut lui donner. C'est clair, il y a beaucoup d'informations. Donc concrètement, je reviens à, si on repart d'ici avec cette idée-là, notre travail en tant qu'être humain, selon ces philosophies-là, c'est d'apprendre à connaître notre véhicule, comment il fonctionne, et se décider à aller vers l'être. C'est ça l'aventure, le sens de l'aventure. C'est d'arriver à aller un petit peu plus chaque jour, aller un peu plus vers ce qui nous inspire. Donc ça devient un chemin qui va nous occuper toute notre vie, peut-être plusieurs vies. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai le temps de penser déjà. Comment dire ça? La personne qui nous parle dans la tête, c'est la conscience. Enfin, comment dire? Vous la situez où dans la conscience? C'est la conscience. Vous avez le petit hamster des fois qui tourne dans sa cage? Ouais, qui souvent, me concernant, il est souvent négatif. Ouais. Donc j'ai l'impression que je ne peux pas lui faire confiance. Mais je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs personnes. Mais est-ce que ça fait plutôt partie du physique ou de la raison ou de l'esprit? Exact. C'est une bonne observation déjà de voir qu'il y a plus qu'un. Je pense. Parce qu'effectivement, il y a le petit hamster qui roule et qu'on dit ben t'arrêtes, il continue. Ben, ça fait plus partie de la personnalité. C'est qu'il n'est pas domestiqué. Et lui, là je ne les ai pas mis en ordre, mais souvent ils sont là. Il y a raison et émotion. Et dans les cours de philo, on voit plus la nuance, là, on détaille plus ça. Mais il y a la raison et l'émotion qui sont chum ensemble. Ils sont bien proches l'un de l'autre. Et puis la raison, ben, elle roule. Et là, il y a une émotion qui va naître, qui va alimenter la raison. Et là, revient, et ça fait une espèce de... Et ça roule, et ça vient même nous gruger de l'énergie. Et même, on est fatigué, on n'a rien fait de la journée. On est vidé parce que tout ça a roulé. Même on se lève des fois le matin, puis pas plus reposer parce que ça a roulé toute la nuit sans qu'on s'en rende compte. Et donc ça, c'est que c'est pas domestiqué. Le mental n'est pas domestiqué. Et on ne peut pas s'en vouloir. On n'est pas dans une... Ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas dans une culture et une civilisation qui nous apprend à gérer ça. Qui nous apprend à diriger le mental, calmer les émotions et diriger le mental. On est plus le contraire, dans une culture, une civilisation qui encourage à ce que ça vire. Il y a les distractions, le Facebook, toujours prêt à être distrait, la conscience va être appelée là. Donc toujours une culture qui nous amène à l'extérieur de soi, en fait. Donc c'est pas une conspiration, c'est comme ça, c'est de l'ignorance de qu'est-ce que l'être humain. Et je dis ça,
c'est pas moi qui le dis, en faisant l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident, on voit que c'était comme ça que l'être humain était défini. Et ça a fait culture et civilisation. C'est-à-dire que la culture et la civilisation étaient fait en sorte que l'être humain s'éveille, s'éduque, mais que c'est comme si le terreau était fertile pour que l'être humain puisse s'éveiller et puisse se développer. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, tout est inversé. On ne fait pas en sorte que l'être humain s'éveille. On veut plus que les gens rentrent dans un moule et rentrer là-dedans, et puis ceux qui se posent des questions, mais ils ne fitent pas dans le système. C'est pour ça qu'on ne se retrouve pas dans le système. On cherche, mais on ne se retrouve pas là. Donc, c'est juste qu'on a créé un monde qui est bon pour la personnalité, qui l'encadre, qui lui donne, qu'on met du confort à pu finir, et on finit par endormir la conscience qui cherche, par sa nature, à aller vers l'être. C'est pour ça que dans la vie, on voit des fois, même on peut côtoyer des gens qui, tout va bien, tu ne se pose pas de questions trop. Et à un moment donné, arrive une crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la cinquantaine, où le conjoint l'a laissé, la conjointe l'a laissé, et là, c'est une remise en question existentielle. C'est comme si on a craqué le modèle. Il y a un petit peu de lumière qui peut jaillir, et là, il y a quelque chose qui peut passer de l'être. Donc, des fois, il y a un changement total de vie, il y a un changement de carrière, un changement de ci, de ça, parce qu'on cherche. Mais bon, le monde est fait comme il est, ben c'est très long avant que ça arrive, souvent, ce processus-là. Mais aussi, il est fait pour patcher la craque. Je vis une crise, mais je vais aller m'acheter telle chose. Je vais m'acheter une nouvelle auto, je vais aller en voyage. Manger. Je vais manger. Tout est là pour qu'on puisse mettre une patch. Et puis, c'est pas une mauvaise intention à la base, mais c'est que ça fait pas le processus que les philosophes vont nous parler, comme les concepts de karma, par exemple, en Orient ou dans d'autres traditions, où on est trop allé longtemps dans une mauvaise direction, et là, c'est la force qui nous ramène vers l'être, vers qui l'on est, qui fait son œuvre de façon naturelle. Et là, il peut y avoir éveil. On n'a pas été éduqué avec cette vision-là. Mais c'est jamais trop tard pour commencer. Comme exact. Ça. C'est ça, il n'y a pas d'âge pour débuter. D'où l'importance d'une école de philosophie à la manière classique. Parce qu'il n'y a pas ça. Normalement, dans une culture, une civilisation, selon ce qu'on voit en Égypte, en Grèce, en Chine, pour les Mayas, les Aztèques, la culture et la civilisation étaient faites pour ça, pour l'être humain. Que l'être humain fasse suivre tout son chemin naturel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit ces grandes civilisations-là. Ça nous inspire toujours parce qu'ils ont su capter un peu de ce qui est éternel. On va en Égypte, on est toujours impressionné, c'est immense et tout ça, mais en même temps, c'est beau. C'est vrai. On va en Grèce, on voit des temples, on voit des choses qu'ils nous ont laissées, un bagage qu'ils nous ont laissé, qui nous émerveille encore, parce qu'ils ont su capter un peu cet éternel. Alors qu'aujourd'hui, très difficile, et c'est pas sûr que dans 300 ans, il restera grand-chose de la civilisation actuelle, à part les déchets de plastique qui vont être là encore pour des milliers d'années. Mais tu sais, au niveau de la construction, par exemple, parce que la construction est le reflet de ce qu'on réussit à capter. Les Grecs construisaient, ou les Égyptiens construisaient des temples selon le ciel. C'était symbolique, c'était pour représenter le ciel qui se reflète sur la terre. Symbolique, ils ne croyaient pas qu'il y avait nécessairement un pouvoir qui les amènerait de ça, c'est plus pour symboliquement représenter ce qu'ils faisaient comme culture et civilisation. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça, il n'y a pas d'axe. On construit de façon très fonctionnelle, que ce soit carré, puis les édifices sont un peu tous pareils, en verre, et puis très utilitaires. C'est très utile pour la personnalité, c'est très efficace. On optimise les coûts, tout ça c'est bon. Mais ça ne touche à rien de l'être, ça ne nous inspire pas. C'est
pas comme aller en Italie, où il y a encore des constructions de la Renaissance, et là, tu te promènes, tu es dans un musée. Parce qu'on construisait pour l'âme. Tu es là, puis tu vois, waouh, un coin de mur, puis c'est une œuvre d'art. Aujourd'hui, oublie ça. Ça serait trop cher de toute façon à construire. Ou ça serait fait en moule, en cast. C'est pas la même âme, justement, que c'est un sculpteur qui l'a fait. Il y en a un peu ici, on voit dans le Vieux-Montréal, les plus anciennes constructions datent d'une époque où on construisait encore pour l'âme. Il n'y a plus beaucoup de ça. Donc, vous voyez que revenir à l'être humain, qu'est-ce que l'être humain, nous aide à entrevoir un peu, en même temps, une culture et une civilisation différentes. Parce que si l'être humain change, arrive à se connecter à qui il est, bien, si tout le monde fait ça, la civilisation change. La culture et la civilisation changent. Il faut commencer par soi-même, toujours. Est-ce que ça va pour ça? Merci. Merci Michel. C'était bon. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.